Bonjour YouTube! Dans cet épisode, j'ai encore fait plein de trucs. Parfois j'ai été bête et je me suis plantée. Parfois j'ai fait des merveilles. Viens chez moi, je vais tout te montrer. Merci à CyberVPN qui sponsorise cette vidéo. Pour ceux du fond qui sauraient toujours pas ce que c'est un VPN, ce sont les initiales de réseau privé virtuel. Les lettres sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Mais pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un réseau privé virtuel? Quand tu te connectes sur un Wi-Fi public, que ce soit dans les transports, dans un café ou peut-être même sur le Wi-Fi de ton boulot, bah c'est pas ultra sécurisé. Tu peux te faire voler des données importantes par des personnes malveillantes. Ouh. Je te fais la version simple, un VPN ça protège ta connexion contre les hackers et les sites malveillants. Il va cacher ton IP et crypter tes données, comme ça tu ne risques plus de te faire voler des infos importantes comme par exemple tes codes bancaires ou encore le code de ton deuxième compte Insta, celui que tu utilises pour stalker ton ex. Bref, avec CyberVPN tu es en sécurité, mais aussi tu peux filouter pour avoir plein d'avantages. Parce qu'avec un VPN, en fait, tu peux localiser ta connexion de où tu veux, donc faire semblant que tu es ailleurs dans le monde. Et en fait, c'est un petit mensonge de rien du tout, mais qui va t'ouvrir plein de portes. Tu peux par exemple réserver des trucs à l'étranger sans te faire pigeonner avec le tarif gros touriste à qui on peut prendre plein de pognon. Tu peux aussi débloquer du contenu géorestreint sur les plateformes de streaming. Par exemple, si tu localises ta connexion, disons, au Japon, et ben ça va te donner accès au catalogue japonais de Netflix, si tu as un abonnement Netflix, bien sûr. Évidemment, c'est pas valable que avec le Japon, c'est valable avec tous les pays, et c'est aussi valable avec toutes les plateformes de streaming, que ce soit Amazon Prime, Hulu, Disney+, Netflix... J'en connais pas beaucoup d'autres, mais certainement tous les autres. Autre exemple, tu peux par exemple localiser ta connexion en Belgique et là tu pourras regarder toutes les courses automobiles depuis les chaînes locales gratuitement. Tu peux aussi jouer à des jeux qui seraient pas disponibles dans ton pays, réserver tes avions depuis les pays où ça serait le moins cher, consulter le registre des criminels condamnés aux États-Unis. Ou peut-être qu'il y a que moi qui fais ça. CyberVPN ne collecte pas tes données, donc t'inquiète, personne ne saura les trucs gênants que tu fais sur internet quand tu t'ennuies. Un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils au cas où t'as 7 téléphones, ou au cas où t'as une famille à qui tu veux partager l'abonnement, même si c'est beaucoup moins rigolo que d'avoir 7 téléphones. Si tu cliques sur le lien en description de cette vidéo, t'as une réduction de 83% sur le prix de ton abonnement, ce qui te fait l'abonnement à 2,03 € par mois. En bonus, t'as 4 mois gratuits et c'est garanti satisfait ou remboursé sous 45 jours. Support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible sur toutes les plateformes. Bref, c'est pas pour rien que 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberVPN. Alors, j'avais cette cheminée, mais les briques blanches, c'est pas beau. Du coup, j'ai pété les briques, j'ai vidé tout ce qu'il y avait derrière. Au passage, j'ai cassé le manteau de la cheminée et puis je l'ai réparé, ni vu ni connu. Ensuite, j'ai mis du mortier pour combler tous les trous. J'ai choisi un super joli carrelage. Et maintenant, je dois mettre encore un peu de mortier pour que tout soit parfaitement à niveau. On veut une cheminée droite. Là, tu vois que c'est pas droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la chute d'une vieille plinthe, peu importe, il me faut juste un truc droit. J'utilise un niveau pour trouver l'angle où c'est parfaitement droit. Je trace une ligne et puis l'idée, ce sera de remplir tout ce qui est de l'autre côté de cette ligne avec du mortier pour que tout soit bien plat. Waouh! C'est quand même un public facile, puis il poune tous les merveilles. Waouh! Il voit les choses, il fait waouh! Oh, regarde Loulou, tu as vu? La cheminée, c'est passionnant. Et puis c'est parti pour claquer du mortier dans la cheminée. J'adore faire ça. En fait, c'est surtout que j'adore le son des ploches de mortier. Écoutez ça. Oh, quelle mélodie! En gros, le principe, c'est de projeter du mortier contre la paroi avec un mouvement souple et assuré du poignet. Tu fais plein de ploches. Le temps que tu fasses tous tes ploches, le mur absorbe déjà un peu l'humidité du mortier et c'est comme ça que ça accroche bien. Et puis une fois que ça accroche bien, là, tu peux lisser la surface et puis faire tes ploches suivantes si besoin. Tu dois aussi retravailler un petit peu l'autre paroi et puis le temps que le mortier sèche totalement, on va pouvoir passer à un autre poste des travaux. Aujourd'hui, on va retirer les frigos à vin. Je suis pas assez bourgeoise pour avoir des frigos à vin. Et puis surtout, j'ai découvert une horreur sur le haut de ces frigos. Attendez, je vous montre. Attendez, regardez le haut de ce truc. Oh là là, des frigos à vin, qu'est-ce que c'est stylé, qu'est-ce que c'est classe, qu'est-ce que c'est swag. Et puis tu vois ça. Et c'est même pas comme si personne pouvait le voir. N'importe qui fait plus d'1,85 m, il voit ça chez nous. C'est une maison pour les nains, si t'es trop grand, c'est moche. De toute façon, c'est pas bon le vin. Des frigos à chocolat ou des frigos à shaker de protéines, je veux bien. Mais le vin, c'est pas bon. Alors les frigos à trucs pas bons, ça dégage. Là, Jimmy est de l'autre côté de la paroi, il est caché dans le mur. Et il pousse sur les frigos pour que je puisse les attraper. Ok, je l'ai. Et on peut faire coucou à Jimmy qui est là derrière. En gros, là, derrière, c'est les escaliers de la cave. En fait, ces frigos étaient encastrés, mis dans la cuisine, mis dans la cave. Alors, sur le dessus des frigos, on a trouvé de la merde, mais honnêtement, le dessous était pas mieux. Des crottes de souris. Et maintenant, il faut démonter les coffrages autour. Et ça tombe plutôt bien, un peu comme moi qui tombe de ma chaise, parce qu'en fait, ça me permet de voir comment sont fabriqués les coffrages, et ça va m'être utile plus tard dans cette vidéo. Il me tomber sur la gueule. Et honnêtement, en dehors du fait que j'aime pas l'alcool, c'était pas une mauvaise idée ces frigos à vin. C'est juste l'exécution qui était foireuse. Je crois qu'en fait, tous les défauts de ma maison peuvent se résumer de la même manière, des bonnes idées gâchées par la flemme. Par exemple, pour les frigos, pour les coffrages, ils ont dû couper plein de plaques de bois. En vérité, il suffisait d'en couper une seule de plus pour fermer le coffrage sur le haut. Voilà, genre une seule plaque ici, ça aurait déjà été infiniment plus clean. C'était l'affaire d'1 heure de travail max. Bon, après, il y a quand même quelques trucs bizarres dans la maison qu'on peut pas expliquer par la flemme des anciens occupants, comme... je sais pas.
Non, je sais pas, vraiment, j'ai beau réfléchir, je sais pas, peut-être que ce sac plastique était là pour boucher un trou, vraiment. En attendant de refaire tout le rez-de-chaussée, on bouche ce trou temporairement avec des plaques d'isolant. En fait, j'en avais trop, elles servaient à rien, alors voilà. Maintenant, elles servent à boucher le trou de ma cuisine. À ce stade, ma cuisine est laide. Vous êtes laide. Mais on a gagné de la place dans la cuisine et on a gagné des sous. Ouais, parce que l'idée, c'est de revendre ces frigos tant qu'ils sont encore en bon état et qu'ils fonctionnent. Miradin, mi-écolo, bonjour, je suis Aline Krabs. J'aime l'argent. Changement de sujet, tu vois ce tapis de fenêtre? Eh ben lui aussi, il a eu droit à des finitions atypiques. Ouais, atypique, on va dire ça, ouais. En effet, ces tapis de fenêtre tenaient en équilibre sur des morceaux de pince à linge cloués dans le châssis. Et sur une bougie. Voilà. Bon, après, je dois quand même être honnête, la conception de ces tapis de fenêtre a du bon. Parce qu'en fait, ici, ils avaient fixé une planche en bois et ils avaient coulé un joint de silicone tout autour, ce qui fait que c'est parfaitement étanche. Et ça m'arrange bien parce que je vais pouvoir venir couler du mortier là-dedans, dans cette espèce de petite baignoire pour combler le trou. Comme ça, je crée une surface sur laquelle je pourrais venir poser un vrai appui de fenêtre quand j'aurai choisi ce que je veux. À mon avis, je prendrai de la pierre. Donc, je prépare du mortier, suffit de mettre de la poudre à mortier, de l'eau et de mélanger, et c'est parti, mon kiki. Je verse tout mon mortier dans le creux qui me sert d'appui de fenêtre actuellement. Je lisse vaguement la surface avec une spatule, c'est pas ultra précis, mais t'inquiète, à la fin ce sera parfaitement plat, tout est prévu. Bon, et sinon ça fait des mois qu'on n'a plus avancé dans la cage d'escalier, alors que c'est supposé être la pièce maîtresse de cette tour. Avant de mettre les moulures au mur, il nous reste encore un peu de boulot. À ce stade, il est temps de préparer les murs. Je commence par marquer toutes les zones qui doivent être retravaillées, par exemple les endroits où ça manque un peu de plâtre ou les endroits où ça manque un peu de ponçage. Je m'occupe également d'arracher les vieux joints en silicone dans tous les angles, comme ça plus tard on pourra en mettre des nouveaux. Donc je monte et je descends cette cage d'escalier plein de fois à la recherche de tous les petits défauts à remarquer. Bonjour Pipouille. Qu'est-ce que tu regardes? T'es tout curieux. Et alors, est-ce que tu te souviens la galère que ça a été de changer tous les interrupteurs et prises de mon petit bureau? Eh ben, je suis tombée amoureuse d'une nouvelle collection d'interrupteurs. Ah, je vais être obligée de les changer. Bon, maintenant que je les ai vus, je ne peux plus les dévoir. Ils sont beaucoup trop beaux. Je veux ces interrupteurs dans ma cage d'escalier. Je les veux, je les aurai. Mais en attendant, pendant que Jimmy s'occupe de poncer un truc au mur, je vais mettre des bâches dans l'escalier et on va pouvoir passer à la suite. Loulou, tu sais que je te vois. Ah oui, c'est pas la cachette la plus discrète, quoi. Oh, mais où peut bien être Pipou? Oh là là, mais où est-il? Je suis perdue. Serait-il ici? Est-ce que tu te souviens quand j'avais passé un temps fou à poncer la mauvaise porte? Encore un exploit de ma grosse intelligence. Bah cette porte, aujourd'hui, je suis bien contente qu'elle soit poncée parce qu'on va enfin la remettre sur ses gonds. En fait, on veut pouvoir fermer toutes les portes de l'escalier pour pas que la poussière des murs poncés se répande dans toutes les pièces. C'est quand même un moment charnière de nos travaux. La fatigue est un sentiment persistant de lassitude, d'épuisement et d'apathie. C'était la dernière porte. Pour revenir sur l'appui de fenêtre, maintenant que le mortier est sec, je vais préparer de l'égaline. L'égaline, c'est un genre de mortier super liquide. Ça permet de créer des surfaces parfaitement plates. Une fois que mon mélange est prêt, il n'y a plus qu'à tout verser dans l'appui de fenêtre et la gravité fera le reste et ça va créer une surface parfaitement plate et lisse. Toujours dans l'escalier, on doit aussi s'occuper de refermer les coffrages. On avait dû les retirer pour les travaux de plomberie, mais on va pas laisser de laids tuyaux en plastique visibles dans notre belle cage d'escalier. En plus, il y a un trou dans le plancher, bref, il faut cacher ça. Mais tout n'est pas affreux. Ça, par exemple, ce sont des jolis tuyaux en cuivre et ça me dérange pas de les laisser visibles. En plus, ce sera même assorti à mes jolis interrupteurs. Du coup, ça va pas me faciliter la vie, mais je décide de faire un coffrage à mi-hauteur. Le haut des tuyaux pourront dépasser, mais le bas sera caché. Ah, et les traits rouges que tu vois au mur, c'est mon tout nouveau joujou, un niveau électronique. C'est le futur! En gros, le truc qui projette le laser est suspendu dans la boîte, et du coup, avec la gravité, ça va toujours se remettre complètement plat. Enfin, ça, c'est la théorie. Mais moi, je veux vérifier ça de mes propres yeux, avec un niveau à bulle. Ouais. Le trait de niveau est à niveau, ça je confirme. Un niveau pour vérifier si le niveau est à niveau. Ouais, c'est pour niveler le niveau. C'est vraiment le gadget. Hein. Ouais, non, vraiment, c'est pas indispensable ce truc. Un niveau à bulle, c'est très bien en vrai. Hein. Tu sais ce que je vais faire? Je me connais, je suis le genre à oublier les mesures que je fais, donc je vais les noter tant que je suis devant. Tu sais que c'est ce que font les gens normaux. Je viens de découvrir le feu là. Par contre, pourquoi j'ai pas la même mesure d'un côté et de l'autre? Notre sol est pas droit, c'est ça? Non, le sol n'est pas droit et les murs non plus ne sont pas droits. Ça va être super rigolo ça pour construire mon coffrage. Tu fais? Je vais oublier les mesures le temps de descendre. Je ramène le mur mais non. C'est qui a les idées les plus cons? 30 cm x 2 plus 2 blochés carrés. Voilà. C'est quoi un bloché? Un petit carré. Rien à dire un bloché. Un bloché, je sais pas ce que c'est. C'est bien un bloché. Fatisse. Si.
Excusez-moi, je vous interromps 2 secondes. Un blocher, c'est un truc en bois sur lequel on fixe des trucs. J'avais bien raison, j'ai effectivement besoin de 2 petits blochers carrés. Et du coup, c'est le moment de couper ces 2 petits blochers carrés. C'est le retour de la scie circulaire, anglais, peu importe, c'est pareil. Ouais, ok, c'était pas déjà clair, j'ai beau apprendre plein de trucs côté bricolage, le vocabulaire, c'est pas encore ça. Mes listes de courses de travaux, elles ressemblent à ça. J'avais ce bout de bois qui vient du mur que j'ai abattu dans mon bureau. Il va me servir de bout de bois pour mes coffrages. Donc avec ma scie circulaire ou ma scie à onglet, ou enfin bref, peu importe ma scie qui coupe du bois, je découpe mes petits blochers carrés. Maintenant, il faut que je perce le mur à l'endroit où je vais les visser dans le mur. Pour ça, je demande à Jimmy de tenir mes bouts de bois bien en place, comme ça je fore au travers et les trous sont bien alignés entre les trous du bois et les trous du mur. Ensuite, on retire le bout de bois pour que j'ai la place de forer plus profond. Les chevilles que j'ai en stock sont super longues et il faut que le trou soit bien profond pour qu'elles rentrent dedans. Ah oui, et juste pour info, une cheville c'est le bidule en plastique que tu mets dans le mur pour que ta vis elle tienne bien. La cheville va s'écarter donc quand on met la vis et ensuite elle est équipée d'ailettes, ce qui fait qu'elle va être bloquée dans le trou quel que soit le matériau du mur. Bah écoute, merci Robert, hein, t'expliques beaucoup mieux que moi. Donc j'enfonce mes chevilles avec un marteau, mais elles sont même plus longues que les mèches de ma foreuse. Du coup, pas grave, je coupe ce qui dépasse avec un cutter, et tracasse pas, vu la longueur du machin, ça tiendra quoi qu'il arrive. Et maintenant, j'ai plus qu'à visser. Ah oui, je sais pas si c'était utile de le préciser, mais mes petits morceaux de bois, je les ai bien alignés avec les lignes que j'avais tracées à niveau sur là où devait arriver mon coffrage. Et tous ces petits bouts de bois vont me servir de support sur lesquels je vais pouvoir visser les planches de mon coffrage. Donc je réitère l'opération pour l'autre bout de bois, je perce, je mets les chevilles, je coupe les chevilles parce qu'elles dépassent, et puis je visse. J'ai été acheter un panneau d'OSB, et c'est la première fois qu'un truc ne rentre pas dans ma voiture depuis le début des travaux. Heureusement, je sais pas si tu sais, mais dans les magasins de bricolage, c'est gratuit de demander qu'ils te fassent une découpe. Du coup j'ai demandé et quelqu'un de gentil du magasin de bricolage m'a découpé ma planche pour qu'elle rentre dans ma voiture. J'ai acheté un nouvel outil merveilleux, regardez, c'est fait pour couper le bois, ça marche super bien. Attention mon loulou, on va couper. Pardon mon loulou, je t'en prie. Bon les mesures, j'en ai dit combien encore? Ouais, c'est bien ça, ouais. J'ai l'impression que je regarde l'heure à chaque fois que je regarde mes mesures. Bref, je prépare toutes mes mesures pour pouvoir découper ça à la bonne taille. Bon, évidemment, comme d'hab, c'est le chaos. Je mesure et puis je coupe et puis je remesure et puis je recoupe et puis voilà la première planche de mon coffrage. Et donc les bouts de bois que j'ai fixés au mur, ça me permet de fixer ces planches comme ça en mettant des vis là et là. Pour ça, je reprends ma boîte de vieilles vis, c'est toutes les vis que j'ai récupérées quand j'ai dévissé des murs et des machins et des coffrages partout dans la maison. La récup, toujours la récup. J'aime l'argent. Armand, la bâche est coincée. Ouais, j'aurais dû retirer cette bâche avant de visser la planche. Cela dit, la bonne nouvelle, ça veut dire que mon coffrage est bien ajusté au niveau du sol. Ouais, super. Sauf qu'en fait, la joie de cette bonne nouvelle va vite passer parce qu'une vis m'a déclaré la guerre. Écoute la vis, j'abandonnerai pas. C'est toi ou c'est moi, et je sais que ce sera pas moi. J'essaye 1 fois, 2 fois, 1000 fois, je commence à forcer de plus en plus fort, mon visage devient de plus en plus rouge, je commence à avoir le seum. Sa mère la trompettiste. Alors non seulement cette vis veut pas s'enfoncer, mais en plus elle est assez solide pour esquinter la tête de ma visseuse. Je m'en tape à la vis, je vais gagner à la fin, je te le dis. T'es peut-être très forte, mais moi je suis encore plus têtue que toi. Bon, puisque ma visseuse n'est qu'une pauvre petite chose faible et nulle, je vais le faire à la main au tournevis, et cette vis va tâter de la puissance de mes avant-bras. Bon, cela dit, il sera solide dans mon coffrage. Bon, j'ai dû donner ma vie pour visser cette vis, à la fin j'étais essoufflée, mais j'ai gagné. Une vis de plus dans la liste de mes ennemis mortels. À chaque fois que je passerai dans cet escalier, je ferai pas exprès de choter dans ce coffrage. Sache que c'est pour toi la vis. Puisque tu tiens si bien de toute façon. Oui, ça m'arrive d'avoir de la haine contre des objets inanimés, ça m'arrive. Bref, difficulté suivante. Le mur d'à côté n'est pas droit. Super, c'est pas grave, je le ponce. C'est toujours pas droit, donc je le reponce, etc. Jusqu'à ce que ce soit droit. Maintenant, je visse, et cette fois-ci, aucun incident majeur à déplorer. Tip top, tip top. Bon, déjà super, effectivement, il est bien ajusté au sol, mais maintenant je dois m'occuper de la pièce du dessus. Oh là là, tu vois la difficulté arriver, hein, tu la vois. Donc ouais, il y a les tuyaux, mais il y a surtout que aucune mesure n'est droite. Aucun de ces angles n'est à 90 degrés, il n'y a pas 2 mesures qui s'alignent. Mais écoute, faudra faire avec, donc c'est parti. J'imagine. Putain, elles sont loin mes années de géométrie. Est-ce que je vais savoir faire ça, moi? Je sais même plus comment on fait un losange. T'es même pas foutu de faire un cadrage correct, on voit pas ta tronche grognasse. Comment veux-tu faire ça? Je ne sais pas du tout comment
je vais faire tout ça. Je tente des trucs, mais vraiment, mes années de primaire sont loin, hein. J'ai tout oublié de mes cours de géométrie. Bon bah tant pis, je vais couper trop grand et je poncerai ce qui dépasse sur place. Je vois pas comment faire plus propre. Et je veux de la perfection. Je veux pas, il y a un millimètre qui dépasse. Donc je coupe un peu plus grand que ma plus grande mesure. 6,7, super Aline, tu sais compter, on est tous très fiers de toi. À défaut de connaître la géométrie, je sais compter. Allons voir ça. Pour la suite, j'ai filmé chaque étape, mais c'est long, c'est compliqué à expliquer et à comprendre, et surtout c'est pas intéressant. En gros, j'ai pris plein de mesures dans tous les sens, j'ai reporté toutes mes petites mesures, c'était long, il y avait plein d'étapes, j'ai galéré de fou, mais comme je suis têtue, peu importe combien de temps je devrais passer sur ce bout de bois, à la fin, ce sera nickel. Non vraiment, il le faut, sinon je m'endormirai pas la nuit. Ici, on y est presque, et là je suis à l'étape où je veux ajuster ça au poil de cul de mouche, et donc je vais faire ça au ponçage avec beaucoup de patience. Donc je ponce, je teste. Si c'est pas encore parfaitement ajusté, eh ben je reponce et puis je réitère l'opération jusqu'à ce que ça s'emboîte sans problème. Waouh, c'est génial, mais c'est pas fini. Une fois que j'aurai fixé la planche, j'aurai plus accès aux tuyaux en cuir. Donc pour me faciliter la vie, je nettoie déjà le bas des tuyaux, comme ça la jonction entre le coffrage et les tuyaux est déjà prête et puis j'aurai plus que le haut des tuyaux à nettoyer plus tard. Là, la petite partie derrière les tuyaux, elle va être rebouchée. J'ai gardé les chutes de bois pour ça. Mais en fait, je vois déjà le truc venir, je vais fixer la planche et puis je mettrai les petits bouts de bois, sauf qu'ils vont tomber dans le coffrage et je devrais tout démonter pour les récupérer. Du coup, je décide de mettre du scotch à cet endroit pour retenir la chute des bouts de bois au cas où. Non, je suis con. Si je mets du scotch là, je pourrais de nouveau plus passer les tuyaux. Non, parfois je suis bête. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'arrive à mettre du scotch ici. On va trouver une solution, écoute. Donc voilà ma solution, ça ressemble à rien, mais au moins, quand je voudrais remettre mes petits bouts de bois, il y aura plus de risque qu'ils tombent dans le coffrage. Et enfin, je peux visser cette plaque et surtout poncer tout ce qui dépasse. Et vous croyez quand même pas que j'allais laisser un truc aussi peu précis? Pour définition aux petits oignons, je prépare de la pâte à bois et je remplis tous les interstices. Je recouvre également les vis, après ça je devrais poncer. Mais en fait, je suis beaucoup trop impatiente, j'ai envie d'être fière de mon coffrage là, maintenant, tout de suite. Viens voir. Oui. C'est bien. Moi j'attendais un waouh, c'est génial! Je t'ai appelé uniquement pour avoir des compliments. Maintenant félicite-moi sur mon coffrage. C'est incroyable! Merci! C'est vraiment fou ce que t'as fait là, c'est... Oui, c'est extraordinaire. Je sais, merci. Bref, le temps que ma pâte à bois sèche, je vais passer au deuxième coffrage de cet escalier. Pour celui-ci, je vais pouvoir me baser sur la structure en bois qui est déjà en place, et au moins, cette fois, les angles sont droits. Ça pourrait sembler plus facile, mais je vais tomber sur d'autres difficultés. Renang, ça fait s'oublier ces détails de merde. Ouais, la plainte, bien vue. Je prends mes repères, puis je découpe. Petit instant making of, la débrouille c'est autant dans les travaux que dans la manière dont je filme mes travaux. Ça explique sûrement pourquoi mes cadrages sont souvent foireux. C'est le trépied du futur, tu peux pas comprendre. Tu peux pas le comprendre. Et petit détail, la plainte est en pente, donc il faut que je prévoie cette pente dans ma découpe. On vérifie, et génial, ça s'emboîte bien. Comme je suis juste à côté, je remarque que les galines de l'appui de fenêtre est sèche, donc je vais en profiter pour retirer la planche en bois qui maintenait l'ancien appui de fenêtre. Au passage, je récupère toutes les vis. En vrai, j'ai envie de me lancer le défi premier degré, de finir les travaux sans acheter une seule vis neuve. Quelle pince cette meuf, je vous jure. Bah, je trouve ça même pas dégueu. On replafonnera ce qui doit l'être et je commanderai un appui de fenêtre en pierre, mais déjà, bonne nouvelle, c'est propre. C'est carré. Revenons sur le coffrage. Pour accéder au haut, je dois escalader une chaise dans un escalier. Mais autant vous dire que j'étais pas à l'aise. J'aimerais bien ne pas mourir si possible. Comment je fais faire? Faut vraiment que j'arrête avec l'accent allemand, je sais pas pourquoi je fais ça. Arrête, pourquoi je fais ça? On se rend pas compte, mais là, si je tombe, je roule boule sur 4 mètres d'escalier et je meurs. Ou en tout cas, je me fais très mal. Bon, c'est parti. Je coupe toutes mes plaques. Ok, au moins c'est la bonne taille. Mais je vais pas fixer ça tout de suite parce que là, j'ai pas encore l'échafaudage adapté et j'ai pas très envie de mourir pour un coffrage. Mourir pour un plancher, je dis pas, mais pour un coffrage. Du coup, en attendant, je vais penser ce qui dépasse. Pour que tout soit tip-top ajusté, j'ai coupé chaque plaque avec 2 mm trop large. Ça a beau être quasi droit, il y a parfois quelques millimètres de dénivelé entre le haut et le bas d'une plaque. Donc je fais trop grand, et puis je ponce à ras sur toute la hauteur. Plaque suivante, je prends mes repères pour le trou de la plainte, et j'en profite pour te parler de cet outil qui est vraiment pratique. Il y a 1 heure, j'utilisais cette machine comme ponceuse, et là je vais la transformer en scie. En gros, c'est une machine qui vibre, et selon l'embout que tu y connectes, ça peut devenir une ponceuse, une scie à métaux, une scie à bois, et je suis sûre que si tu connectes un fouet de cuisine, ça peut même devenir une super batteuse. Une fois que j'ai découpé ma plaque, je la fixe, je ponce tout ce qui dépasse, cette fois j'ai quand même 3 bons millimètres à retirer par endroit, donc je sors la ponceuse circulaire qui envoie quand même du plus lourd niveau ponçage. Genre regardez comme elle rabote le truc. Et bim, c'est bien ajusté. Enfin, j'ai pas fini, il me reste encore le bas. Passons à la suite, j'ai enfin acheté un échafaudage.
Ouais. Dans la théorie, c'est stable, hein. Quand on teste, c'est stable, c'est coincé entre deux murs, et y a aucune raison que ça tombe. Mais bordel, ça demande du courage de monter sur ce truc. Juste pour info, faites pas ça chez vous, hein, les enfants. Je sais bien que je suis influenceuse ou un truc dans le genre, mais s'il y a bien un truc que je veux pas vous influencer à faire pareil, c'est ça. Ne faites pas comme moi. Bref, pour la suite de ce coffrage, je t'épargne un long processus avec 1000 étapes. C'était un poil compliqué parce qu'en fait je me suis mise en tête de laisser une petite porte qu'on pourra ouvrir et fermer dans ce coffrage en cas d'urgence. C'est relou à concevoir, mais ce qui serait encore plus relou, ce serait de devoir abattre ce coffrage si un jour j'ai besoin de couper cette arrivée d'eau. On sait jamais, les dégâts des eaux ça peut arriver. Honnêtement, je serais tentée de laisser cette plaque tenir avec cette unique vis. Je suis vraiment obligée de risquer ma vie pour aller mettre des vis là-haut. Bon, à ce stade, c'est plein de raccords, c'est moche, il y a tout qui dépasse, on va régler ça à coups de ponceuse. Par contre, vraiment, cet échafaudage, j'arrive pas à m'y faire, hein, je suis pas à l'aise du tout. J'aime pas ça du tout. Étape suivante, je comble tous les interstices avec de la pâte à bois. Encore une fois, je dois monter, me percher là-haut pour risquer ma vie. Une fois que c'est sec, bah, je ressors la ponceuse et je peux poncer tout ce qui dépasse, sur le petit coffrage également. Tout ce qui est derrière les tuyaux, bah faut que je le fasse à la main, chouette. Revenons sur la porte, j'aimerais bien qu'elle puisse s'ouvrir comme ça. Alors ici, il faut que la porte elle ait quelque chose sur lequel buter. Donc je vais aller mettre un bout de bois à cet endroit-là que je vais coller. Le temps que la colle sèche, je maintiens la pièce bien en place avec des serre-trucs. Alors oui, je sais que cet objet est supposé s'appeler un serre-joint, mais ça sert à serrer un tas d'autres trucs que des joints, donc serre-trucs. En attendant, je vais aller poncer le haut du coffrage, c'était pas encore fait. Oh là là, pourquoi je fais ça? Je déteste. Là, je vous avoue, je devais vraiment prendre sur moi. La technique, c'est que là, je tourne le dos au vide, parce que si je ne vois pas le vide n'existe pas. Je suis terrifiée. Qu'est-ce que je fais? Ça me rappelle que pendant quelques années, je me suis forcée à faire de l'escalade alors que j'y prenais aucun plaisir, j'étais tétanisée par le vide. Cela dit, contrairement à l'escalade, ici, je le fais pas pour rien, je le fais pour avoir un beau coffrage. D'ailleurs, il est temps de terminer cette petite trappe. Super, voilà un truc qui tient bien. Maintenant, on va coller ça, juste ici. Un peu de colle, un serre-truc, et en attendant que ça sèche, bah, je m'occupe de fixer les charnières sur la porte. Pendant ce temps, ça a séché, alors il est grand temps de fixer le tout. Waouh! Et ça s'ouvre, et ça se ferme. Oh! Et puis ça s'ouvre, et puis ça se ferme. Waouh! C'est superbe! Oh, magnifique! Mon coffrage. J'avais acheté ça à la base pour mettre sur une poignée de porte, sauf qu'en fait, j'ai pas regardé la taille sur le site quand j'ai commandé, mais en fait, c'est des toutes petites poignées, c'est pas du tout fait pour une porte. Et du coup, bah. Non, c'est quand même un peu gros hein, sur le coffrage en vrai. Il y avait de l'idée, ça aurait pu être joli, mais non. Et c'est officiel, les coffrages, c'est check. Maintenant, on calfeutre les portes parce qu'il est temps de poncer les murs de la cage d'escalier. C'est indispensable après tous les travaux de plafonnage qu'on y a fait. On veut des beaux murs bien lisses avant d'y mettre nos jolis murs. Jimmy s'occupe du gros du ponçage à la ponceuse girafe, et moi, je fais toutes les petites zones délicates à la main. Ça nous a pris une journée entière à nous deux, et franchement, ça va. J'ai déjà passé une semaine entière à poncer la mauvaise porte, alors passer une journée à poncer la bonne cage d'escalier, franchement, c'est tranquille. Bon, en vrai, j'ai menti. J'ai peut-être fini les coffrages de la cage d'escalier, mais en fait, il me reste encore celui des toilettes encastrées. C'était une vraie galère mentale de réfléchir à comment concevoir ce machin. Je vais essayer de t'expliquer. Essayer. Je vais d'abord fixer des bouts de bois dans les murs. Ensuite, je mettrai un bout de bois horizontal fixé sur les bouts de bois verticaux. Ensuite, je fixe encore des bouts de bois au mur, mais par-dessus le bout de bois horizontal cette fois. Et puis je mets un deuxième bout de bois horizontal sur les bouts de bois au mur. Après, je fixe des renforts dans le bas pour y attacher un autre bout de bois. Et puis là, c'est le moment où je réalise que j'ai oublié tous les bouts de bois que je devais mettre derrière, alors je les rajoute à l'arrache sur mon croquis. T'as rien compris? C'est pas grave, moi non plus, mais on va s'en sortir. Je commence par couper des bouts de bois. On a de quoi construire un chalet avec toutes ces chutes de bois. J'aimerais bien avoir la gueule de ton chalet. Un petit chalet. Je perce des trous, je mets des chevilles, je visse des trucs, je prends des mesures, je marque mes repères, je perce, je coupe, je visse, je mets des renforts et puis je teste. En tout cas, ce bout de bois-ci, il bouge plus du tout. Franchement, ça avance. Ah oui, j'ai pas précisé, mais t'as vu la gouttière qui est là? Bah, elle sera cachée dans le coffrage, mais sa présence dans mon chemin ne facilite rien. Maintenant, il faudrait que je mesure ici pour le bout de bois qui ira là. Sauf que je dois prendre en compte que je voudrais visser un truc dedans. Donc je mesure toute la hauteur en soustrayant la taille de ma visseuse. Comme ça, je pourrais visser en haut. Ouais. Eh ben non, parce que du coup, j'ai oublié un détail très important dans mon calcul. La vis. La putain de vis. Le pire, c'est que j'avais le temps de réaliser ma connerie. J'ai eu le temps de couper mon bout de bois, de forer, de mettre des chevilles, de tout visser, sans jamais me rendre compte que j'avais oublié un élément important. Bah oui, mais je suis con. C'est pas juste ça qu'il faut que je prévoie. C'est ça plus la taille de la vis.
Quelle cruche, on va faire autrement. Du coup, j'enfonce déjà au max la vis dans le bout de bois avant de le fixer au deuxième bout de bois. Et heureusement, c'est ok, il y a la place pour ma visseuse. Ça résout le problème et je peux finir de fixer tout ça. Et puis ça y est, la structure principale est prête. Je dois quand même vérifier que c'est bien solide. Parfait, on dirait que mon coffrage est traction-proof, c'est solide. Maintenant, passons à la suite. En fait, j'aimerais bien une étagère encastrée dans mon coffrage, parce que j'aime trop souffrir en me lançant dans des projets compliqués alors que personne m'a rien demandé et que j'aurais pu faire beaucoup plus simple. Je vous fais la version courte parce qu'encore une fois, rien n'est droit, je dois gérer avec l'inclinaison des murs et compenser tous les dénivelés comme je peux. Un autre truc qui prend beaucoup de temps, c'est que ces toilettes sont au deuxième étage. Est-ce qu'on a la bonne mesure? Non. On va déjà recouper ça, ma slip. De retour à l'atelier. Et il se fait que l'atelier avec toutes mes scies, eh ben il est au rez-de-chaussée. Donc à chaque coupe, je dois monter, vérifier que c'est au bon format. Quand c'est pas au bon format, bah je dois redescendre pour recouper, et puis remonter et revérifier. Et si ça va pas, bah je peux redescendre. Ah, on y est presque. On va peut-être y être. Je le savais. Je savais que cette coupe serait la bonne. Non, en vérité, pour cette pièce-ci, j'ai dû redescendre qu'une seule fois, mais pour la plupart des pièces, j'ai dû taper plusieurs allers-retours. Et c'est du sport, hein, de couper un coffrage. Bref, il me reste à couper chaque planche de l'étagère au bon format, et puis je coupe les moulures qui les soutiendront. Alors faut croire qu'avoir de la colle sur les dents dans la dernière vidéo ne m'a pas servi de leçon, mais pour ma défense, ça va, c'est juste un bout de scotch. J'ai perdu le bouchon de spot colle, mais un bout de scotch, ça fait très bien le taf. Maintenant, il me reste à coller chaque moulure, et puis je vérifie que chaque étagère est bien à niveau. Ensuite, je retire les étagères parce que maintenant, il est temps de poncer tout ce qui dépasse de la structure. J'ai volontairement coupé plusieurs planches trop grandes en sachant que de toute façon, je les raboterai avec ma ponceuse pour que tout soit parfaitement à fleur de la structure. Maintenant, je remets les étagères, comme ça je peux marquer les endroits où elles dépassent et une fois que j'ai tracé une belle ligne là où l'étagère dépasse, eh ben je peux toutes les recouper au bon format. Et même si c'est encore loin d'être fini, je suis déjà super fière de moi d'avoir réussi à faire des étagères bien droites malgré l'inclinaison des murs. Alors, viens voir. En fait, il est plus haut ici, plus large ici que là. Ici, il va absolument falloir que tu utilises une découpe droite à mort. Donc j'écoute ses recommandations. C'est mon cœur, c'est gentil. Il est fin. Je veux sale comme poussière. Ça fait un super shampoing sec. C'est juste vieille, il a plein de poussière sur toi. Alors mon loulou, qu'est-ce que t'en penses de ma belle étagère? Qu'est-ce que t'en penses? Merci, c'est très gentil. Merci. Avoue, tu me fais des compliments juste pour avoir plus de croquettes. Étape suivante, la plaque qui refermera ce coffrage doit être percée à plusieurs endroits pour que la tuyauterie des toilettes puisse passer. Je mets donc la peinture sur chaque pièce qui devra dépasser et je prends une empreinte sur ma plaque pour savoir où percer. Je dois prendre l'empreinte de chaque pièce une à une parce qu'elles dépassent toutes évidemment pas de la même distance pour bien me faciliter la vie. Pour les deux plus petits trous, je perce avec une mèche à bois. Pour le plus gros trou, j'ai trouvé une plus grosse mèche. Ça marche plutôt bien ce truc. Et pour le trou moyen, bah j'ai malheureusement rien trouvé au bon format, donc je vais devoir improviser avec la scie vibrante. Un petit coup de ponçage et je peux enfin vérifier que mes trous sont bien en face. C'est génial, je peux fixer ma plaque, mais... T'as pas l'impression qu'il manque un trou? La chasse par exemple? C'est génial, on peut tout dévisser. Du coup, je cale des boulettes de scotch là où je devais visser la chasse, je les tartine de peinture, je prends l'empreinte, et puis retour à l'atelier, 2 étages plus bas. Je commence par percer les coins, parce que je vais faire ça avec un tout nouveau joujou. Je me suis offert une scie sauteuse, grand luxe. Je passe la lame par les trous déjà percés, et puis il n'y a plus qu'à découper droit. Cette fois, j'ai oublié aucun trou, donc je peux enfin fixer ma plaque. Sauf qu'entre temps, Jimmy m'a fait remarquer qu'une des tranches était pas suffisamment droite. Chouette. Du coup, je suis bonne pour tout démonter, aller racheter une nouvelle plaque et tout recommencer à zéro. Bon, cela dit, au moins cette fois-ci, pour les trous, je peux me baser sur ma plaque 1.0. C'est déjà ça de gagner. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à tout découper dans la joie et l'allégresse, bien sûr. Ouais, la joie. On voit bien la joie sur mon visage. Ce coup-ci, par contre, je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai bien galéré avec le plus gros trou. Catastrophe. Bon bref, ce jour-là, c'était pas la joie, je t'avoue. J'étais vraiment déçue de devoir recommencer, et il a suffi que la lame de ma scie me pète entre les doigts pour que j'oublie l'espace d'un instant à quel point j'ai pas le droit de me plaindre dans la vie. Pathétique. Ouais, la honte un peu, de pleurer pour une bêtise pareille. Mais bref, je finis par me reprendre, heureusement. Je termine à la scie sauteuse, et puis cette fois, la plaque est vraiment droite de partout.
Heureusement. Bon, le truc, c'est que je dois aussi refaire toutes les autres pièces qui dépendaient de cette grande plaque, mais bon, ce sera pas aussi difficile que cette grande plaque, parce que bah, sur celle-là, il y a tous les trous, etc. Et c'est la plus compliquée de toutes. Il y a juste une petite partie dans le haut du coffrage que je vais pas complètement fermer maintenant, parce que bah, je sais pas si tu vois, mais il y a l'ampoule qui dépasse de là-bas. Je vais évidemment pas laisser le luminaire dans le coffrage, donc il faudra que je tire un câble hors du coffrage avant de le refermer. D'ici là, je reviens juste 2 secondes sur le coffrage avec une petite trappe intégrée. En fait, quand on ferme la porte, elle a tendance à se rouvrir légèrement. J'ai un aimant sur ce machin, alors à la base, c'était une attache d'une armoire. J'arrache l'aimant avec une pince parce qu'en fait il va me servir. Ici, je vais creuser un petit espace dans la butée de la porte pour pouvoir y glisser l'aimant sans qu'il ne crée de volume en plus. Je sais pas si c'est super clair. Je fais la même chose sur la porte, je crée un petit espace où je pourrais mettre la pièce métallique sans qu'elle ne dépasse. Je colle les deux avec de la simple colle forte, ce qui fait que maintenant ma porte est aimantée à sa butée. Et quand elle se referme, bah elle se referme pour de vrai. Changement total de sujet, on va revenir sur la cheminée. Il faudra bien que je bouge vraiment ce trou tôt ou tard avec une vraie surface plate si je veux poser du carrelage. Je commence donc par prendre l'empreinte du trou. L'idée c'est de plier une chute de papier peint au bon format pour avoir une vague idée de la forme de la pièce que je dois créer. Je me base donc sur ma pièce de papier, comme ça je peux faire quelques découpes en respectant les bons angles. Ensuite, bah je dois vérifier que la pièce est au bon format. Non, pas tout à fait, elle est un peu trop longue, alors je reprends des mesures, je recoupe. Jusque là très facile, pas de problème. Ce qui va se compliquer, c'est plutôt le moment où je vais devoir fixer cette plaque. Ah ouais, c'est pas avec des clous que je vais y arriver. Donc je vais racheter du mortier, et là j'ai été bête. Encore. J'ai vu ce mortier, le mortier bâtard. Je me suis dit, bah bâtard c'est une insulte, c'est forcément du mortier nul. Je vais plutôt prendre le mortier éco. Éco ça sonne écologie, l'écologie c'est cool. Et bah je sais pas ce qu'ils ont foutu dans ce mortier éco, mais c'est de la crotte. Ça prend pas du tout comme je voudrais. La prochaine fois je ferai confiance au bâtard et c'est ça que j'achèterai, mais d'ici là je suis trop têtue pour arrêter ce que j'ai commencé, j'aimerais bien au moins finir, même si j'ai clairement pas le bon mortier et que c'est pas du tout satisfaisant cette fois-ci. Je scelle plus ou moins la planche, il faudra forcément que je repasse derrière quand j'aurai un meilleur mortier, j'arrangerai ça plus tard, mais d'ici là on va passer sur un truc vraiment génial. Tu te souviens quand j'avais voulu changer mes interrupteurs et mes prises, mais que cette fois-ci c'était des interrupteurs ronds et plus des interrupteurs carrés. Le plus relou, ça avait été de changer les boîtiers. Oh mon dieu, quel enfer! Alors je me suis dit que si je dois encore changer des interrupteurs dans la maison, bah je prendrai plus des ronds. Je me forcerai à prendre des carrés pour au moins ne pas devoir changer les boîtiers. Quelles étaient les chances pour que j'ai un coup de cœur pour le seul interrupteur carré qui demande un boîtier spécifique? L'éclate! Je suis ravie. Non, en vrai, ça a été. Cette fois-ci, je savais à quoi m'attendre. J'ai pas dû m'y reprendre à plusieurs reprises parce que cette fois, je savais qu'il faut pas mettre de mousse expansive dans les trous. Et ça a été carrément plus vite que la première fois que j'ai dû changer les boîtiers. Ah oui, je suis désolée, on voit que dalle, hein. Je suis aussi douée pour faire mes cadrages que pour faire des choix qui me faciliteront la vie. Il me reste maintenant à sceller le machin avec du plâtre à prise rapide. Et désolée, on voit toujours rien. Je retravaillerai évidemment le plafonnage plus tard, hein. Là, l'idée, c'est juste de fixer le machin. Pour l'esthétique, on fera ça plus tard. J'ai quand même une autre petite contrainte avec ces jolis interrupteurs en laiton. Et bah c'est qu'ils sont en laiton. Et le laiton, c'est conducteur d'électricité, contrairement au plastique. C'est assez rare avec les interrupteurs, mais je vais devoir relier la prise de terre qui est juste ici. La sécurité avant tout. Mais j'ai beau avoir relié la prise de terre, quand je remets le courant, je suis quand même prudente lors du premier contact. Ça va, finalement je finis pas rôti, et en bonus, ça s'allume. Oh, ça marche! Oh, ça marche! Oh, quelle joie! Maintenant que je sais que ça marche, je fixe l'interrupteur dans son boîtier. Encore une fois, on voit que dalle. À la fin, je fais quand même un essai avec la plaque de finition, juste pour le plaisir, même si je sais que je devrais la retirer pour plafonner. Ils sont beaux, hein, mes interrupteurs! Je dois aussi faire la même chose pour tous les interrupteurs de l'escalier, sauf pour l'interrupteur du dernier étage, qui lui est dans une cloison sèche. Mais qu'est-ce que c'est une cloison sèche? Bah en fait, c'est pas un vrai mur, entre guillemets, il est pas rempli de briques et de trucs bien solides. En fait, c'est un mur en plaque, et à l'intérieur, il est creux, et donc j'ai pas besoin de défoncer le mur ou de plâtrer quoi que ce soit. Le stut, puisque rien n'est simple, c'est que ici, avant, c'était un boîtier rond. C'est une blague. Quand je veux du rond, j'ai du carré, quand je veux du carré, j'ai du rond. Bref, du coup je me retrouve à devoir découper le mur en format carré. Après avoir pris les mesures, je découpe avec la scie vibrante, mais petit souci, le boîtier dépasse légèrement du mur. Bah oui, logique, il y a un rebord. J'aimerais bien que mes interrupteurs soient à fleur du mur, donc je ressors la scie pour creuser une encoche dans laquelle le rebord pourra s'enfoncer, et tada! Pour le coup, je trouve que j'ai fait un boulot super propre. J'adore! J'adore tellement que, oh regarde, la prochaine folie que je compte faire. Mais allez, un projet à la fois, donc maintenant, on va se lancer dans un nouveau projet. J'ai encore acheté du bois rosé.
N'est-il pas beau? Pour t'expliquer, je vais me baser sur cet arrêt sur image. Fais pas gaffe à ma tronche, c'est ici que ça se passe. J'aimerais bien créer une étagère suspendue. Donc l'idée, c'est de pendre des cordes ici, ici et ici, et puis d'enfiler des planches comme des perles sur un collier, ici, 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 et enfin ici. J'ai donc besoin de 2 grandes planches et 2 plus courtes, donc direction l'atelier avec les cils. Une grande planche, 2 grandes planches. Maintenant, je mesure les plus petites planches, mais là, j'ai fait une erreur. Les 2 grandes planches font 80 cm. Je me suis dit que du coup, les petites planches ont qu'à faire 40 cm et ce sera parfait. Si t'as pas encore capté l'erreur, ça va devenir très clair dans une seconde. Là, je dois percer les trous de l'étagère, mais pour les trous du milieu, je fais comment? Je perce là, je perce pas. Mais à ce stade, j'ai pas encore capté mon erreur, parce que j'ai tout simplement oublié que je devais faire des trous pour la corde du milieu. Est-ce que cette corde peut passer dans un si petit trou ou pas? Jamais de la vie. Oh, ça sent la faille, j'adore cette odeur. Du coup, je vais agrandir chacun des trous un à un avec le Dremel que mon beau-père m'a prêté. Encore merci à lui, il me prête plein d'outils, il est génial. Et alors pour la posture bizarre avec la cuisse sur la planche, c'est parfaitement normal, c'est pour maintenir la planche tout en ayant mes 2 mains libres. J'agrandis chacun des trous jusqu'à ce que la corde puisse passer dedans. Et alors en fait, c'est une étape que j'aurais pu totalement éviter si j'avais juste acheté une mèche à bois de la bonne taille. Mais bon, j'avais la flemme d'aller au bricot juste pour acheter une mèche à bois, donc à la place, j'ai passé 2 heures à agrandir des trous. C'est quand même bizarre comme j'ai la flemme de prendre la voiture pour 2 minutes, mais j'ai pas la flemme de passer 2 heures à agrandir des trous avec une petite machine de merde. Maintenant, je ponce le tout. C'est du baie de bois pas très cher que j'ai acheté et les finitions sont pas nickel, mais avec un bon coup de ponceuse, j'en fais de nobles planches bien lisses. Et puis toujours avec ma ponceuse, je vais surtout smoother les angles de la planche et leur donner un côté plus doux. Tiens, regarde la différence, c'est quand même mieux comme ça, non? Évidemment, j'ai eu le temps de faire tout ce travail de ponçage, de smoothage sur toutes les planches, même les 2 qui étaient pas à la bonne taille. Et bien sûr, c'est seulement maintenant que je m'en rends compte. Mais oui, mais il faut les trous au milieu aussi, je suis bête. Si je dois faire un trou au milieu, cette planche-là, elle est trop courte. Je suis un peu bête, hein, parfois. Du coup, heureusement que j'avais acheté un petit peu trop de bois, parce que je dois recommencer les 2 plus petites planches en les faisant juste 2 cm plus longues chacune. Je refais toutes les étapes, je découpe, je ponce, je smooth. Et voilà, normalement c'est bon, maintenant j'ai toutes les pièces à la bonne taille, avec les bons trous. Touche qualité. C'est une belle planche, elle a l'air confortable. J'ai acheté une bobine de 10 mètres de corde en chanvre, je la coupe en 3 sections égales et j'insiste sur la corde en chanvre si tu veux faire pareil chez toi. L'option la moins chère c'est la corde en sisal, mais le sisal c'est pas souple du tout. Si tu veux faire de jolis nœuds, oublie. Ici, avec la souplesse de ce matériau et grâce à mes années de scoutisme, je fais 3 jolis nœuds coulissants au bout de chaque corde. Je crois que c'est la première fois de ma vie qu'avoir été scout me sert à quelque chose. Oh là là, on va apprendre à faire des nœuds et à faire des feux de camp utiles dans la vie de tous les jours. J'attends quand même avec impatience le jour où savoir allumer un feu me sera utile. Merci pour ton aide précieuse, mon petit car. Non, c'est ma corde, elle est vraiment ça. Et on va se battre, hein, toi et moi, si tu continues. Tiens, et au cas où, pour que mon tuto soit complet, au cas où ça t'intéresse, un nœud coulissant, ça marche comme ça. Tu prends ta corde à l'endroit où tu veux créer une boucle. Ensuite, tu prends l'un des brins que tu vas tourner autour de l'autre brin 1 fois, 2 fois, 3 fois en remontant. Tu commences tes tours par là et le dernier tour doit être ici. Maintenant, tu prends ce même brin et tu vas le passer au travers des 3 boucles dans cette direction. Et puis, il te reste à serrer le nœud, et voilà. Une fois que j'ai fait mes 3 nœuds coulissants, il est temps de vitrifier mes planches. Bon, je vais faire ça à 2 mains. Si je veux les vitrifier, c'est parce que je compte mettre des petites plantes là-dessus. Et alors, je serai très attentive quand j'arroserai, mais c'est pas impossible qu'une fois ou l'autre, il y ait des petites gouttes sur le bois. Et donc, le vitrificateur, ça me permet juste de protéger le bois contre l'humidité. Si un jour, tu veux faire la même étagère chez toi, mais que t'as pas l'intention d'y mettre des trucs humides, t'emmerdes pas avec la vitrification, c'est pas nécessaire. Maintenant, je vais visser mes 3 crochets dans la poutre. Ça serait plus pratique si j'avais une échelle. Mais l'échelle est au rez-de-chaussée. J'ai la flemme. Du coup, je m'entête à faire 100, mais bon. Je serais quand même plus pratique qu'une échelle. Mais c'est loin, c'est loin. Ouais, ma vieille, mais c'est toi qui as acheté une tour de 4 étages aussi. Bref, je finis de visser les 3 crochets et puis j'y accroche les 3 cordes. Salut, Bipou Yoyo. Bonjour. Et maintenant, il me reste à enfiler les planches. Je dois à chaque fois enfiler une planche, vérifier qu'elle est bien à niveau, et puis faire des nœuds sous la planche, et c'est les nœuds qui vont la maintenir bien en place. Pour les nœuds, je fais le nœud le plus basique, et puis je passe à la planche suivante. Et puis pour l'espacement des planches, je t'avoue, je fais au pif, selon juste ce qui me semble esthétique. Une fois que tout est attaché, je vais effilocher les bouts de la corde qui dépassent. C'est juste une préférence esthétique, je trouve ça plus joli et plus naturel. Car, viens voir. Waouh! Bien joué, mon cœur. J'ai trop hâte de pouvoir remplir cette étagère avec des jolies petites plantes toutes choupies. Là, j'en ai mis 2 ou 3 juste pour dire, mais les anciens de ma chaîne savent. Vous savez qu'il y aura un peu plus de plantes sur cette étagère à la fin. Merci à CyberVPN qui a sponsorisé cette vidéo. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il sponsorise mes vidéos et ça fait plaisir de travailler comme ça régulièrement avec ce que je peux considérer maintenant comme un partenaire régulier.
Et je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires sur cette série de vidéos parce que très souvent vous m'apprenez des choses super chouettes. J'apprends plein de trucs dans vos commentaires et puis souvent vous avez des avis super pertinents, vous avez des bonnes idées et je pense sincèrement que vous avez un impact positif sur mes travaux. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, c'est bien, tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des